Au fond de nous, on respecte tous les entrepreneurs à succès en partant de loin, mais à une exception près, quand il s'agit d'un escroc. One of the biggest financial scandals, not just in Malaysia but around the world. Jolo just stole millions of dollars almost overnight. Lui, c'est l'un des hommes les plus recherchés dans le monde. Je me souviens d'avoir vu ces news en 2018. Un mystérieux milliardaire a construit une boîte de nuit dans le désert, paie des célébrités comme Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Kim Kardashian, Jamie Foxx et le chanteur coréen Psy pour faire la fête avec lui. Mais qui est cet homme ? Aujourd'hui, un certain Malaisien disparu pendant 5 ans, accusé d'avoir orchestré le plus grand vol du siècle. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est même l'un des plus grands fraudes financières de toute l'histoire de l'humanité. 4,5 milliards de dollars escroqués. Et tout ça a été pensé, planifié et commis par un seul homme, Jolo. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler tous les éléments de l'équation pour exécuter son plan machiavélique à la perfection. « 1981, Jolo est né sur l'île de Malaisie qui s'appelle Penang. Dans une famille aisée, en 1998, sa famille l'envoie au lycée de Harrow, un établissement prestigieux et bourgeois d'Angleterre. Jolo disait « Cette période a été très importante pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai établi des bases fondamentales de mon réseau de contacts pour le futur. » Bien que sa famille était aisée, mais les camarades de classe de Joe étaient soit des fils de milliardaires, soit issus de familles royales, menant un train de vie d'une toute autre échelle en termes de fortune. Pour information, c'était également le lycée où ont étudié Winston Churchill et l'acteur Benedict. Loin de se sentir désespéré, Joe y voit au contraire une opportunité en or. Il s'efforce alors de se rapprocher de ces personnes au patrimoine exceptionnel, voyant dans cette démarche une chance de construire son réseau. Pour les impressionner, il invite quelques-uns de ses camarades à un voyage en Malaisie à bord d'un super yacht de 50 mètres de long. Il leur fait croire que ce yacht lui appartient en changeant toutes les photos sur le yacht par les siennes, alors qu'en réalité il a emprunté simplement un ami riche sous de faux prétextes. En tout cas, faire croire à ses amis son apparente capacité à résoudre des problèmes lui a permis de s'introduire dans des cercles encore plus influents. Sa soif de montrer et de faire croire qu'il pouvait aider n'importe qui très facilement n'était pas juste limitée à ses amis proches ou à des soirées exclusives. Une fois, Jolo a même réussi à se faire passer pour un membre royal de Brunei pour privatiser une boîte de nuit très célèbre dans le West End. Identifier sa proie était donc sa première étape. L'apparence du pouvoir et du prestige pouvaient offrir toutes sortes de portes dans la vie professionnelle. Pour Jolo, je cite, « L'important n'est pas ce que tu connais, mais qui est-ce que tu connais ?» Pendant ses études universitaires à Wharton aux États-Unis, il continue d'agrandir sa popularité fake. Par exemple, il publie des articles sur la bourse dans la preuve de l'université en recopiant exactement les analyses des experts de Wall Street, démasqués plus tard bien évidemment par des experts, mais il avait déjà réussi à se forger une certaine réputation. Toujours dans la quête d'un personnage presque fictif, il a commencé à organiser des fêtes de plus en plus extravagantes, en invitant des célébrités, des hommes d'affaires de haut niveau, et même des proches des politiciens pour son deuxième brique, simuler le prestige. Tous ces événements sont stratégiquement conçus pour renforcer son image personnelle de facilitateur tout-puissant. Un jour, il s'est intéressé à la structure énergétique du Moyen-Orient et voulait comprendre qui détient l'argent et le pouvoir dans ce secteur. Il a réussi à identifier et à rencontrer les dirigeants de l'ADIA, autrement dit le fonds souverain, grâce à ses rencontres avec des amis arabes riches. Juste petite parenthèse, un fonds souverain, c'est un fonds d'investissement détenu par un État pour diversifier leur économie. Son capital provient généralement des revenus générés par des ressources nationales, des réserves de change ou alors des bénéfices d'entreprises publiques. Pour la plupart des pays du Moyen-Orient, on le sait tous, c'est le pétrole ou le gaz. Ce qui caractérise surtout ces fonds, c'est leur gestion principale en liquidité, avec une régulation très limitée et une faible transparence. Et c'est précisément cette caractéristique qui est cruciale pour le plan de Jolo. On est en 2005. Jolo est diplômé et parvient à créer son entreprise connue sous le nom de Winton Group, provenant d'un jeu de mots en anglais, Wintons, gagner beaucoup d'argent. À ce moment-là, la Malaisie avait besoin de fonds pour se développer. Jolo se sert de sa troisième brique, créer une offre. L'idée derrière cette entreprise est de servir d'intermédiaire et de créer une opportunité pour les investisseurs du Moyen-Orient et occidentaux souhaitant investir dans les grands projets pour aider le développement de la Malaisie.
Et donc la première chose qu'il a faite a été de louer un bureau dans les célèbres tours jumelles Petronas à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Mais bien sûr, il n'avait pas de moyens. Il a réussi à obtenir toutefois un prêt grâce à une connaissance locale. Encore une fois, pour lui, le plus important était de paraître crédible et de donner l'impression que c'était sérieux. La dernière clé pour que tout le business se lance, c'est d'utiliser son réseau de super riches et de manipuler les autres. Riza Aziz, un des meilleurs amis proches de Jolo, mais aussi le beau-fils d'un certain Najib Razak, dirigeant de l'Organisation nationale des Malays unis, devenu Premier ministre en 2009, Jolo savait que c'était un homme de pouvoir. Traîner avec Riza Aziz et être simplement ami avec Najib ne suffisait pas, il avait envie de montrer ce qu'il valait et de gagner sa confiance. C'est alors que Jolo découvre que le gouvernement malaisien cherchait des partenaires pour un projet colossal, la création d'une métropole destinée à dynamiser le développement de la Malaisie entière, comme le projet Iskandar. Ce projet prévoyait de transformer une région du sud du pays, majoritairement agricole, en ensemble d'écoles internationales, hôpitaux, hôtels, parcs à thème et un district financier, transformant ainsi la zone en une métropole 3 fois plus grande que Singapour. Jolo y voyait l'opportunité du siècle et décide de mobiliser son réseau du Moyen-Orient pour attirer des investisseurs vers ce genre de projet, créditant Najib des réussites, même si son rôle était mineur. Pour le moment, on ne voit aucun mal, puisque cette manœuvre a augmenté la popularité de Najib auprès des médias et de la population, le positionnant à leurs yeux comme un politicien capable d'attirer d'importants investisseurs. Bien que Jolo soit très apprécié par Najib, devant son confident, il ne s'arrête pas là pour gagner sa confiance complète. Il offre des bijoux valant des milliers à sa femme et finance même les études universitaires de sa fille. À ce stade, il obtient une confiance aveugle de Najib une fois arrivé au pouvoir du Premier ministre, et c'est là que Jolo prépare à lui annoncer son vrai plan. Il lui propose de bâtir nos propres fonds souverains pour les utiliser afin d'investir dans le monde entier. Ensemble, ils l'ont appelé AMDB, censé de booster l'économie du pays, proposer des opportunités d'emploi au peuple malaisien et faire rayonner la Malaisie. En plus, Jolo, malin comme il est, explique à Najib que s'il le laisse gérer, ces fonds peuvent aussi être légalement utilisés pour couvrir ses ambitions politiques. À ce stade, Jolo possède le Premier ministre de la Malaisie dans le creux de ses mains. Il a non seulement aidé Najib à arriver au pouvoir, mais il propose en plus de le pousser encore plus loin, en lui proposant un plan gagnant-gagnant avec un seul but, gagner sa confiance absolue. Officiellement, Najib est le directeur de la MDB et Jolo son conseiller, mais en réalité, Najib récolte simplement la renommée, tandis que Jolo contrôle le fonds et fait ce qu'il veut avec l'argent de la MDB. En espace de quelques mois à peine, Jolo a déjà trouvé une opportunité d'affaires grâce à son réseau du Moyen-Orient. Et c'est s'associer avec une entreprise pétrolière, PetroSaudi. Le plan était le suivant. Investir $1 milliard dans cette entreprise avec un MDB. Joe obtient l'accord de Najib pour ses investissements, mais en réalité, seulement 300 millions sont versés au compte d'investissement de PetroSaudi. 700 millions sont transférés vers une mystérieuse entreprise nommée Goodstar Ltd, dont le compte bancaire est en Suisse. Joe déclare que l'entreprise est une filiale de PetroSaudi et donc en respect de l'accord initial. Mais tu vas te dire, mais où est le problème ? En fait, en réalité, Goodstar Ltd est ce qu'on appelle une société écran. Une entité juridique sans activité commerciale significative ou sans actifs substantiels. C'est-à-dire que ces sociétés sont souvent créées pour des raisons légitimes, telles que la gestion d'investissement, la détention d'actifs comme l'immobilier, et utilisent quelque chose appelé les actions au porteur. Contrairement aux actions nominatives, où le nom du détenteur est inscrit et connu par la société émettrice, les actions au porteur appartiennent à la personne qui les détient physiquement. Cette forme juridique peut faciliter l'anonymat des propriétaires. Donc dans le cas de Goodstar Ltd, il a été révélé plus tard qu'il n'y a qu'une seule part d'action au porteur physique qui avait été enregistrée. Et cette part est détenue par Jolo. En d'autres termes, on pourrait dire que MDB a simplement investi $1 milliard dans une entreprise pétrolière. Mais en réalité, Jolo s'est versé un salaire de 700 millions de dollars en utilisant la caisse de l'État malaisien. Une stratégie d'escroquerie très simple dans son exécution, mais résultant d'un plan méticuleusement élaboré. Mais à ta grande surprise, ce n'était que le premier petit succès de Jolo, puisqu'il prépare quelque chose d'encore plus fou. Well, Jolo is one of the world's most successful white-collar criminals. He absconded with, we think now, $8 billion a decade ago. He used the money to build a Hollywood empire. He acted like he was a billionaire, but the money was all stolen.
Jolo comprend très vite que le fonds souverain de AMDB peut être très facilement manipulé. Avec un peu de réseau, et il suffit de payer certains membres de l'entourage pour qu'ils ferment volontairement les yeux. De toute façon, avec 700 millions, il a de quoi faire. Un autre point qui le distingue des autres fortunés, dont la majorité de leur richesse est stockée dans les actions ou des biens, Jolo possède 700 millions de dollars en liquide sur son compte bancaire, prêt à être dépensé. Avec toute cette somme, il commence par s'offrir une vie de luxe, acquisition de yachts, voitures de luxe, casinos et soirées dans les boîtes de nuit privées. Making significant social impact investments that would change the world for many generations. Nous sommes en 2010. Et 8 mois après sa fraude, Jolo et ses amis ont dépensé plus de 85 millions de dollars en jet privé, alcool, jeux d'argent et en rémunérant des supermodèles féminins pour des soirées. Il va jusqu'à payer des célébrités pour qu'elles participent à ces fêtes extravagantes. Il a couvert la star et mannequin Miranda Kerr de bijoux et de diamants d'une valeur estimée à 8 millions de dollars pour qu'elle soit sa petite amie. Et a versé plus de 100 000 euros par événement à l'actrice de ses fantasmes. Il a acheté une Ferrari blanche à Kim Kardashian pour ses fêtes de Las Vegas. Et le plus fou, c'est qu'il a ironiquement financé à la hauteur de 100 millions de dollars le célèbre film de Loup de Wall Street, qui raconte lui-même l'histoire d'un entrepreneur ayant fraudé pour réussir, afin d'avoir une petite mention de son nom lors de la remise des prix à Cannes. Petit à petit, le niveau d'extravagance atteint des sommets inédits, même pour les hommes les plus riches. Qui a déjà fêté le nouvel an 2 fois d'affilée, une fois en Australie, puis qui est reparti tout de suite en jet privé à Las Vegas pour le refêter. Mais quelque chose clochait pour certains. Ils n'avaient pas l'impression de profiter pleinement durant ces soirées. Il se souciait toujours de comment les autres percevaient son statut social, sa richesse et son prestige. Même quand on cherchait sur Google, on trouvait très peu d'informations sur sa carrière. Ça avait l'air faux, selon Jordan Belfort, le vrai loup de Wall Street, emprisonné à cause d'une fraude financière et libéré en 2006. Lui, il ne faisait pas du tout confiance à Jolo. The reason I knew the money was stolen, or I thought there was something going on, was when I showed up for the launch party of The Wolf of Wall Street. This is before it's even filmed. I'm like, no one would spend this much money unless there was something they were getting it without, doing the work for it. So, à ce stade, le désir de Jolo d'aller toujours dans l'excès est incontournable. Il se rend compte qu'il aura bientôt plus d'argent, ce qui veut dire qu'il est temps d'en voler plus, et surtout rapidement. Il a eu l'idée de réutiliser sa stratégie initiale. Il a soigneusement cherché à rencontrer des personnes de pouvoir et riches pour leur charmer. Rien de mieux que l'ex-directeur de la banque Goldman Sachs, Tim Lessner. Aussi le directeur général de Goldman Sachs, Asie. Il lui dévoile un plan qui paraît encore une fois intéressant. Car au fond de lui, il aimerait que Goldman Sachs aide AMDB à lever plus de fonds à travers les ventes d'obligations. S'il a choisi une banque inspirant confiance au monde entier, ce n'est pas un hasard. Ça permet aussi de légitimer toutes les transactions et aussi de convaincre davantage d'investisseurs de mettre leur argent. Contrairement à AMDB qui avait une très mauvaise crédibilité à ce moment-là. Mais s'il est couplé avec le fonds souverain d'Abu Dhabi grâce à son réseau, ça sonne beaucoup mieux. AMDB a utilisé les services de la banque d'investissement Goldman Sachs pour vendre des obligations à des investisseurs, dans le but de lever 3,5 milliards de dollars de fonds. Encore une petite parenthèse, les obligations sont des instruments de dette qui permettent à l'émetteur, dans ce cas AMDB, de recueillir de l'argent maintenant, avec la promesse de rembourser le montant principal plus les intérêts aux détenteurs de ces obligations à l'avenir. Comme Jolo est le manager général du fonds de AMDB, il transfère 1,5 milliard de dollars dans plusieurs sociétés écrans et offshore qu'il détient et a soigneusement placé dans les paradis fiscaux. En 2013, c'est encore 3 milliards de dollars d'obligations levées par Goldman Sachs et Joe réitère le même processus, toujours en dépensant de l'argent dans une extravagance titanesque. Mais comment a-t-il fait pour détourner plusieurs milliards? C'est quand même des sommes remarquables, non? En fait, ces escroqueries se basent sur 3 principaux pivots. Le premier, en créant des sociétés écrans qui portent les noms combinés des grands noms pour dissimuler les doutes. Par exemple, Apple Global Assurance Inc. Puis, en ajoutant des couches de transfert inter-entreprises qui rajoutent de la complexité pour remonter jusqu'à l'origine, qui sont eux, pour la plupart du temps, cachés dans les paradis fiscaux. Et la dernière brique, c'est que la régulation des transferts entre gouvernements est beaucoup moins transparente que les transferts bancaires entre particuliers. Et c'est comme ça qu'il a réussi à exécuter son plan machiavélique. Au fur et à mesure, le peuple malaisien commence à se demander pourquoi on ne voit que des milliards levés mais aucun vrai signe de croissance. Où sont les nouvelles opportunités d'emploi? Où sont les hôpitaux et les écoles censées de permettre davantage de Malaisiens d'avoir accès à la santé et à l'éducation? En juillet 2020, nous avons obtenu la confirmation de la condamnation à 12 ans de prison ferme de l'ex-premier ministre Najib Razak pour corruption et pour avoir manipulé AMDB. Roger Ng, directeur de Goldman Sachs Malaisie, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement pour détournement
de fonds publics et blanchiment d'argent. Quant à Tim Lesner, arrêté en 2018, condamné à verser 43,7 millions de dollars d'amende et a pu éviter 25 ans de prison en coopérant avec le service de l'enquête. Jolo, toujours aussi fourbe, est devenu un fugitif international avec 4,5 milliards de dollars volés. Aujourd'hui introuvable, mais condamné à vivre en cachette et seul pour le reste de sa vie. Certaines sources décrivent qu'il a été perçu à Macao et en Chine. Voilà l'histoire de l'homme qui a escroqué tout un pays pour nourrir une quête personnelle de fantaisie folklorique. L'histoire d'un homme qui a volé tout un peuple pour assouvir ses passions festives. C'est le récit d'un homme manipulateur jonglant entre vérité et tromperie pour dissimuler ses crimes sous un voile d'artifice. Rappelons toujours que derrière chaque générosité démesurée peut se cacher l'ombre d'un intérêt malsain.